Alors, en 40 ans, bonjour à tous d'abord, en 40 ans, la part de l'industrie manufacturière dans le PIB français est passée de 28 à moins de 10% aujourd'hui. Or, depuis la crise sanitaire, suivie bien sûr par la détérioration du contexte géopolitique et aussi bien sûr suivie par la crise énergétique, a rendu cruciale la réindustrialisation des territoires français. Sauf qu'aujourd'hui, les enjeux climatiques sont tels que cette réindustrialisation, eh bien, elle implique une révision et peut-être même la destruction entière de notre manière de produire ou notre manière de nous approvisionner. Alors, quelles sont les conditions territoriales, quelles sont les conditions sociales, quelles sont les conditions foncières de cette réindustrialisation? Eh bien, c'est ce dont on va débattre dans un instant avec cette première table ronde qui s'appelle Réindustrialiser, point d'exclamation, quelle voie pour un développement productif et soutenable. Et j'appelle tous ceux qui vont débattre avec ensemble, et avec moi, bien sûr, Thomas Hurier. Bienvenue. Alors je ne savais pas, je vais vous appeler un par un. Vous êtes bien sûr fondateur et président de 1083. Bonjour, installez-vous exactement là où vous voulez. C'est une entreprise, une marque de jeans qui file, qui tisse et qui teint ses produits. Et uniquement en France, et 1083, c'est la distance qu'il y a entre les deux villes les plus éloignées en France, c'est ça? Olivier Bouba-Olga, vous êtes là? Bonjour, vous êtes économiste, vous êtes professeur à l'université de Poitiers et vous êtes aussi en détachement, installez-vous là où vous le souhaitez, en détachement à la région Nouvelle-Aquitaine où vous êtes chef du service études et prospectives. Adeline Hetz, bonjour. Où êtes-vous? Vous êtes là, bonjour. Vous êtes urbaniste et vous enseignez au Conservatoire national des arts et métiers. Vous nous parlerez aussi bien sûr beaucoup de logistique. Et puis Michel Leprêtre, je crois que je vous ai aperçu, vous êtes là, bonjour monsieur, vous êtes président de Grand Orly Seine-Bièvre. C'est un établissement public territorial qui regroupe 24 communes en région parisienne, au sud de Paris, l'est du Val-de-Marne et le nord de l'Essonne. Et ça regroupe 730 000 habitants, donc c'est un grand regroupement de communes. Et puis j'appelle enfin Hélène Régnier. Bonjour Hélène Régnier, vous êtes là. Vous êtes politiste, vous êtes prof à l'université d'Aix-Marseille et vous êtes responsable scientifique du programme POPSU Territoire. Et puis tout à l'heure, nous donnerons aussi la parole à une jeune doctorante, Anne Jippet, qui elle est urbaniste. Alors, en attendant, commençons avec vous, Olivier Bouba-Olga. Pourquoi la question de la réindustrialisation se pose-t-elle? On la pose un peu comme une évidence, mais quel est le fondement de cette logique, selon vous? Peut-être effectivement, enfin, je dirais c'est la réindustrialisation, mais c'est vrai sur de beaucoup de termes autour desquels on discute beaucoup. C'est pas une fin en soi, en tout cas je pense qu'il faut dézoomer, et réinsérer ça et réinterroger sans cesse les objectifs un peu fondamentaux qu'on doit atteindre. Alors la façon dont je le formulerai aujourd'hui, je pense qu'il peut faire un peu consensus. Les enjeux pour tout le monde, c'est assurer le bien-être de tous dans le respect des limites planétaires. Et je pense qu'il faut sans cesse se répéter cet objectif un peu fondamental. Et dans ce cadre-là, ensuite, assurer le bien-être de tous dans le respect des limites planétaires, il faut s'interroger sur comment atteindre, quels sont les moyens mobilisables pour. Et effectivement, assez vite, la réindustrialisation peut être vue comme un moyen de. Alors sur l'aspect respect des limites planétaires, on sait qu'on a eu avec le processus de mondialisation un éclatement vraiment trop fort des chaînes de valeur. Ça pose des problèmes environnementaux assez évidents. Je pense que voilà, certains témoignages, même à la table ronde, permettront d'en attester. Et donc, il peut y avoir un enjeu à relocaliser pour partie de l'activité, en tout cas à raccourcir les chaînes de valeur. Donc là, on est sur respect des limites planétaires. Réindustrialiser, relocaliser peut-être à l'échelle européenne, à l'échelle du pays, à l'échelle des régions, à l'échelle locale de l'industrie. Et puis il y a l'autre aspect, bien-être de tous. On l'a vu avec la crise Covid aussi. On a eu des défaillances, alors aussi en lien d'ailleurs avec l'éclatement des chaînes de valeur, mais pas que. On a besoin d'industrie pour la santé, mieux répondre aux besoins de santé, etc. Donc il y a vraiment des bonnes raisons de s'interroger sur les moyens de la réindustrialisation, mais encore une fois, pour atteindre ces objectifs un peu fondamentaux. Et puis assez vite, mais je pense qu'on l'évoquera après, se dire que la réindustrialisation en retour parfois peut poser problème
à la fois côté bien-être et côté transition. Donc voilà, on va toujours, très vite être confronté à des enjeux de trouver des bons compromis en fait, pour assurer nos objectifs. On va y venir. Thomas Huriez, vous qui êtes entrepreneur, comment vous posez-vous la question de la réindustrialisation et juste concrètement, comment elle s'est posée pour votre entreprise? Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc nous, on fabrique des jeans en France. Pour nous, la relocalisation, c'était un peu l'idée du bon sens. Quand on perd la capacité, quand on perd les savoir-faire, on perd sa liberté. On dépend des autres. Et on perd aussi plein de sens, de liens, de sel de la vie. Donc quand j'ai démarré mon activité, que j'ai constaté qu'il y avait 0,00% des jeans vendus en France qui étaient fabriqués en France, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. C'est un produit populaire que tout le monde porte, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans, les gens de droite, les gens de gauche, les gens du centre. Et du coup, c'est assez rare des produits aussi œcuméniques, je dirais, dans la mode. Et du coup, l'idée de le faire aussi en France, c'était... ce qui est intéressant dans le jean, c'est que c'est tellement universel que c'est français pour les Français, avec le denim, la toile du jean. C'est américain pour les Américains, c'est indien pour les Indiens, parce que l'indigo, le colorant du jean, vient d'Inde. Et donc tout ça fait que chacun voit midi à sa porte. Du coup, c'est proche de tout le monde. Du coup, c'est engageant. Parce que quand on voit les conséquences proches des choix qu'on fait, ça nous engage, ça nous investit. Quand les conséquences sont lointaines, dans le temps, on le voit avec le réchauffement climatique, en distance ou avec plein d'intermédiaires, ça nous éloigne. Et en fait, relocaliser, c'est reprendre conscience des choses, c'est réassumer les conséquences des choix qu'on fait. Et pour nous, le mettre dans un produit populaire, c'était assez essentiel. Et depuis 10 ans qu'on fait ça, on grandit. On représente que 0,07% du marché français, donc c'est encore minuscule. C'était la question que j'allais vous poser. Ouais. Ouais, il y a 67 millions de jeans qui sont vendus chaque année en France. Nous, on en fabrique 50 000. C'est la moitié des jeans made in France. Et c'est pas glorieux. Vous allez dans un supermarché, vous avez 90% du gruyère râpé qui est made in France, et c'est industriel. Vous allez dans la mode, c'est 3% des vêtements, et dans le jean, c'est 0,15%. Donc on a tout un travail d'ambition collective à porter pour qu'on n'attende pas d'être à 0% d'un secteur d'activité pour le relancer. Et c'est pas forcément une question de coût. Nos jeans sont au même prix que les jeans de marque. J'en ai vu quelques-uns, des jeans, j'ai vu quelques Levi's, c'est très bien. On les vend au même prix, nos jeans. Donc en fait, c'est même pas une question de prix de revient, de coût du travail, tout ça. C'est juste une question d'y croire. J'entendais parler d'imaginaire tout à l'heure dans les interventions au démarrage. Moi, je pense que c'est plus qu'un imaginaire qu'il faut reconstruire, c'est une vision commune. Et cette vision commune, elle manque quand on attend d'avoir 0% d'un produit si populaire pour le relancer. C'est quelque part, on a loupé l'identification de ces potentiels-là. Et derrière la relocalisation, il y a tous ces enjeux économiques, il y a tous les enjeux écologiques, et il y a plein d'enjeux humains aussi, parce que quelque part, l'industrie, c'est un des rares lieux où vous avez dans un même bâtiment des bacs -12 et des bacs +12. Et quand on parle de lien social, quand on parle de territorialité, en fait, l'industrie, vous en avez dans Paris, vous en avez à Romans-sur-Isère d'où je viens, vous en avez dans des petits villages, et c'est assez rare qu'un secteur d'activité soit à ce point universel. Donc, pour nous, entre le jean qui est un produit universel et le faire ensemble, le vivre ensemble qu'incarne l'industrie, et bien en fait, le jean fait le lien dans tout ça pour nous. Vous voulez dire d'une certaine manière que finalement notre vision de l'industrie, elle est peut-être un peu archaïque d'une certaine manière. C'est qu'en fait, on en a une vision qui date un peu, c'est ça que vous voulez? Ouais, et ça se voit dans plein de manières. Mais par exemple, l'industrie, c'est créer et produire ensemble. Et c'est pas que l'usine. On parle d'industrie de la finance, et c'est du service. On parle d'industrie de la musique, et c'est de la culture. Donc c'est vraiment industrie au sens créer, produire ensemble qui nous intéresse. Et en effet, il faut relancer cette ambition industrielle si on veut retrouver un peu plus de liberté en sachant plus faire ce que l'on consomme. Alors précisément, bien sûr, Hélène Régnier, c'est ce dont vous pouvez nous parler, puisque finalement, pour vous, d'une certaine manière, il y a un brouillage des frontières entre industrie et services aujourd'hui. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, le boulot du chercheur, ça a été rappelé dans les introductions, c'est souvent
quelques petites mises en garde sur de quoi on parle. Ah. Alors, je ne vais pas faire ma grande technicienne des données, des analyses fonctionnelles des emplois, etc. etc. Mais réindustrialiser, ça pose assez immédiatement la question de c'est quoi l'industrie ? Et en fait, c'est pas si simple que ça d'en définir les contours et d'en comprendre et du coup d'en prendre la mesure en termes d'emploi, en termes d'activité. Et donc voilà, un des grands constats de nos économies contemporaines, c'est le brouillage entre industrie et services. Alors quand je dis ça, à quoi ça renvoie ? On a un modèle peut-être de la grande firme intégrée qui avait en son sein son expert comptable, ses chauffeurs routiers. Bon, ben, dans nos activités économiques aujourd'hui, elles fonctionnent avec des sous-traitances ou des externalisations, une division du travail en cascade. Ce qui fait que, voilà, je prenais l'exemple de l'expert comptable à l'entreprise de maintenance informatique, à celle de sécurité, nettoyage et j'en passe. On a en fait des activités paraproductives, pas complètement mises dans les catégories de l'industrie, qui sont en fait complètement essentielles, décisives, un peu invisibles et en même temps essentielles pour faire fonctionner l'image de ce qu'on a, de ce qu'est le cœur de l'industrie. Et dire ça, c'est pas juste voilà, une coquetterie savante, je me répète, mais faire ce diagnostic-là, ça a des impacts assez forts en termes de levier de politique publique qu'on peut actionner derrière quand on a cet objectif de réindustrialisation. Et certainement que porter attention à cette économie ordinaire, un peu paraproductive, pas complètement industrielle, mais essentielle, à sa localisation géographique, à son organisation en réseau, justement en lien, dans des vastes écosystèmes territoriaux, c'est certainement une entrée pas inintéressante quand on se pose la question de la réindustrialisation. Mmh. Juste pour revenir, avant de revenir sur l'aspect un peu éclaté de la géographie, de ce que vous appelez vous l'industrie, ça représente combien de personnes à peu près ? Est-ce qu'on sait ? Alors c'est assez énorme parce que autant dans les catégories INSEE d'analyse fonctionnelle des emplois, les emplois industriels au sens un peu restrictif du terme ont décliné, autant ces emplois paraproductifs qu'on a parfois d'ailleurs du mal à classer. Qu'est-ce qu'on met derrière l'intérimaire ? Mais en fait, il est rattaché au secteur d'emploi de son entreprise et on ne sait pas ce qu'il fait, pour qui il travaille. Alors voilà, les intérims ont explosé, on sait qu'ils sont au service de ces industries. Magali Talandier, dans un de ses derniers ouvrages, nous dit que ce serait un emploi sur 3. Voilà, c'est cette économie, ces actifs de cette économie ordinaire. C'est-à-dire quasiment 7 millions de personnes ? Oui, à peu près, un tout petit peu moins de mémoire. Donc c'est gigantesque et c'est assez invisible. Et sur l'aspect géographique ? Et sur l'aspect géographique, c'est d'une certaine manière assez invisible aussi, parce qu'on peut avoir en tête des grosses zones d'activité, des quartiers d'affaires, mais cette économie de service, cette économie de médiation ou d'intermédiation, avec des travailleurs qui vont avoir un espèce de siège, mais en fait qui vont travailler de façon éclatée au service de tout un tas d'autres entreprises. Mais ça peut être dans un faubourg, ça peut être dans une toute petite zone d'activité périurbaine, ça peut être voilà, donc ça peut être périmétropolitain, ça peut être extra-métropolitain. On parlait des zones rurales qu'on appelle comme ça, mais tout à l'heure. Donc, mais par contre, tout ça en réseau, tout ça en lien, mais avec des écosystèmes assez larges et assez vastes. Michel Leprêtre, est-ce que cette définition donnée par Hélène Régnier correspond à la réalité de votre territoire, Grand Orly, Seine-Bièvre ? Pas tout à fait, mais j'en accepte l'analyse et j'accepte la confrontation des idées pour qu'on aboutisse à une meilleure connaissance. Moi, je suis président depuis le territoire Grand Orly Seine-Bièvre depuis 2016. La première question qui me préoccupe depuis 2016, et c'est toujours la même tous les matins, c'est la question, j'ai le taux de chômage le plus élevé de la région métropole. Combien ? On est à 14%, entre 12 et 14%, il y a des variantes.
Et j'ai aujourd'hui, je gère un territoire qui est marqué par l'histoire de la désindustrialisation, par l'histoire de milliers de suppressions d'emplois, par l'histoire, notamment dans le cas de productifs. Donc je suis dans une réalité aujourd'hui, je dois reconquérir l'occupation du territoire, la création du territoire. Moi, je suis ravi quand j'entends le président de la République évoquer l'enjeu de la réindustrialisation au niveau national. Je suis ravi quand on dit qu'il faut accompagner la question de la réindustrialisation. On y reviendra sûrement, mais il y a donc cette réalité à relayer. Je donne un chiffre, peut-être pour qu'on mesure le fait que ce n'est pas banal. J'ai plus de 3 millions de mètres carrés disponibles sur le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. 3 millions de mètres carrés qui devraient être pour l'essentiel sanctuarisés pour développer de l'activité, qu'elle soit industrielle ou qu'elle soit tertiaire, mais de l'activité. Donc il faut créer les conditions aujourd'hui pour qu'on ait une prise en compte de la réalité objective. Le premier intervenant, après Madame la Ministre tout à l'heure, évoquait la question d'être cohérent entre les différentes responsabilités et qui, c'est comme ça que je l'ai entendu. Ma question à moi, c'est de se dire comment on travaille plus ensemble sur le fait qu'on a une réalité à laquelle il faut faire face. Moi, je ne veux pas me satisfaire du fait que la courbe du chômage se stabilise ou continue d'augmenter et qu'elle diminue très peu. On va y venir, Michel Le Prêtre. Adeline Hetz, si on reste un peu dans la description de ce que c'est que l'industrie aujourd'hui, l'aspect logistique est fondamental en fait. Et d'ailleurs aussi beaucoup en région parisienne, pour faire écho à ce que disait Michel Le Prêtre. Oui, tout à fait. Alors, la logistique, c'est vraiment un pilier nécessaire pour l'industrie et pour le redéveloppement industriel. De base, la logistique, c'est une émanation de l'industrie. C'est une fonction qui a été externalisée dans les années 80. Donc, on retrouvait le stockage, le pilotage des flux, le transport de marchandises, etc. Et cette externalisation, elle a eu un double effet. D'abord, elle a mécaniquement... Et ça rejoint ce qu'expliquait Hélène tout à l'heure, c'est en gros, mécaniquement, les emplois qui étaient comptés dans l'industrie sont passés dans les services, parce que la fonction est sortie de l'industrie. Le deuxième effet, c'est qu'on a vu des nouveaux acteurs dans les années 80 émerger, des prestataires logistiques, des logisticiens, etc., qu'on ne connaissait pas, qui ont eu des besoins en termes immobiliers, en termes fonciers, qui ont construit ou qui ont fait construire des grands entrepôts qu'on n'avait pas alors dans le paysage, et d'une façon plus ou moins encadrée à cette époque-là. Aujourd'hui, on a pris beaucoup de recul par rapport à ça et on va vers un encadrement un peu plus important, mais c'est un bon exemple de cette suite à la désindustrialisation qu'il y a eu, et avec l'émergence d'autres secteurs qui sont passés un peu sous les radars pendant un certain nombre d'années et qui aujourd'hui prennent évidemment beaucoup d'importance, d'autant que ce sont des secteurs, et ça vient d'être évoqué, qui sont très pourvoyeurs d'emplois. La logistique, c'est 1,6-1,7 million d'emplois aujourd'hui en France. Et c'est des emplois en majorité de type ouvrier ou employé, donc c'est évidemment une question très importante pour tout ce qui va concerner les classes populaires. La logistique, comme d'autres activités, on va la classer aujourd'hui dans ce qu'on appelle le secteur productif, les activités productives au sens large. On va y mettre aussi potentiellement la construction, l'artisanat. Tout ça va s'organiser en filière et va faire des écosystèmes qu'il faut penser ensemble. L'industrie seule, elle ne peut pas vraiment émerger et se redévelopper si on ne pense pas l'ensemble de cet écosystème économique. Ça, c'est un point fondamental. Par ailleurs, l'aspect peut-être un peu particulier de la logistique, c'est que c'est une activité qui n'est pas délocalisable. Elle est sur notre territoire et elle s'organise évidemment en fonction des systèmes de production qui soient éclatés ou non, et en fonction des organisations territoriales. Sur le plan pictural, quasiment, on pourrait dire, c'est aussi très impressionnant, la logistique. C'est quoi? C'est des entrepôts qui vont entre 5 et 120 000 mètres carrés. C'est gigantesque. C'est ça. Alors, ça aussi, on a vu une évolution qui, forcément, au bout d'un moment, a fini par vraiment heurter la réglementation d'aménagement et puis aussi, évidemment, la perception qu'on avait de nos paysages. Les entrepôts, au début, on est allé autour de 5 000 m². On commence à aller, dans les années 80-90, vers 10 000, 20 000 m² de moyenne. Et aujourd'hui, on a un tiers de la demande des entrepôts qui sont ce qu'on appelle du XXL. Donc, c'est minimum 40 000 m². Et on peut aller jusqu'à des choses, évidemment, 120 000 m². Donc, c'est évidemment très consommateur d'espace, très gourmand en foncier.
Et là, il y a des vrais enjeux évidemment de transition, en lien avec les modèles économiques de ces entreprises qui dépendent aussi de la taille et de la localisation de ces activités. Oui, justement, vous parlez de transition, enfin, donc de cette logistique vorace en mètres carrés. On est face à un énorme défi lorsqu'on imagine la transition écologique et qu'on l'associe au secteur de la logistique. D'autant plus que, comme vous l'avez dit, ça concerne des gros secteurs comme le e-commerce, la grande distribution. Comment ces secteurs envisagent quand même ces objectifs de sobriété foncière ? Alors, d'ailleurs, les envisagent-ils ? Oui, alors dans la grande majorité, et là je pense qu'il y aurait une vraie distinction à apporter entre grandes et petites entreprises qui n'ont pas du tout les mêmes moyens pour aborder la question en fonction effectivement si c'est un grand groupe international ou si c'est une petite PME avec 3-4 salariés. Mais globalement, ces entreprises aujourd'hui, elles sont plus du tout dans une approche naïve, elles découvrent pas le changement climatique, elles découvrent pas les enjeux de sobriété foncière, elles sont au courant. Les moyens maintenant qu'elles vont qu'elles vont engager pour y répondre sont très variables à ce niveau-là, ça c'est certain. Elles vont être préoccupées par deux aspects. D'abord tout ce qui va concerner la décarbonation du transport, qui là va être un enjeu immédiat et qui en fait n'est pas qu'une question de transport et de mobilité, mais qui va, pour décarboner le transport, ça veut dire changer de mode de transport, changer de véhicule et donc repenser la localisation des entrepôts. On parle éventuellement des véhicules électriques, voire même parfois de la cyclo-logistique, donc l'utilisation de vélos. Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, vous ne pouvez plus avoir des entrepôts extrêmement éclatés à 20, 30, 40 km du centre. Vous devez les ramener dans les espaces centraux. Ça, c'est aussi des défis qui demandent à la fois des politiques de mobilité, des politiques d'aménagement, des politiques de développement économique, beaucoup de transversalité. Et c'est très difficile à faire. Les entreprises essayent aujourd'hui de s'outiller comme elles le peuvent, d'aller vers ces politiques, elles-mêmes d'entamer leur transition, mais elles vont avoir évidemment besoin d'un accompagnement très fort des collectivités et même du niveau national pour pouvoir engager cette transition. Autrement, elles vont continuer à faire ce qu'elles font aujourd'hui et à assumer le modèle économique qu'elles ont, qui n'est pas toujours le plus vertueux. Thomas Huriez, je vous vois opiner du chef. Oui, sur les locaux, il y a un vrai enjeu. On est écartelé en fait entre l'ambition d'avoir des territoires un peu mixtes, où on sort de la culture de quartier de l'habitation, quartier commercial, quartier industriel. Et en même temps, il y a une réalité économique, c'est que quand on est une industrie, on n'a pas les moyens de payer le loyer d'un centre-ville. Et donc pour nous, ce qu'on porte et ce qu'on va présenter à quelques collectivités locales et nationales, c'est qu'il faut qu'on invente des sortes d'offices ILM, industriels loyer modéré, qui sont basés sur le même modèle économique que les HLM. C'est-à-dire que les HLM, donc les loyers modérés dans l'habitation, ils servent à mixer les quartiers pour pas qu'il y ait les riches que d'un côté et les pauvres que d'un autre côté. Donc pour ça, il faut d'autres modèles économiques pour permettre au coût des travaux d'être amortis sur plus long. Et je crois que c'est la Caisse des dépôts qui prête sur 50 ans aux offices HLM pour que du coup les mensualités soient plus faibles, ce qui permet de faire des loyers plus bas. Et dans l'industrie, on va avoir exactement besoin de la même chose. Si demain, on veut permettre économiquement à des activités productives peu dangereuses, peu nuisibles, etc., de se mettre en centre-ville, comme un atelier de couture, et en fait, ce sera accessible que si c'est compatible avec les business models de ces ateliers, et donc des loyers peu importants. À Romans, c'est 150 € du mètre carré pour des bureaux, 80 en zone industrielle. Nos ateliers n'ont pas les moyens de payer 150. Pour autant, tout le monde les veut en centre-ville, pas de problème, ok, mais du coup, comment on fait? Parce que les immobiliers ne peuvent pas avoir des travaux moins chers, donc en fait, le coût du foncier, il est ce qu'il est. Et à la fois, le modèle économique des artisans, des industriels, il est ce qu'il est. Et donc, le seul moyen que l'on voit pour, du coup, verticaliser la production, les relocaliser en centre-ville et du coup amener de la mixité sur notre territoire, c'est de copier-coller le business model des HLM dans l'industrie et d'inventer des offices ILM pour que du coup on propose aux industriels des loyers plus accessibles pour se mettre en centre-ville et nourrir cette logique de mixité dans nos villes. Je vous vois sourire, Hélène Régnier, sur cette proposition de Thomas Huriez. C'est un sourire... approbateur ? Non, mais on a besoin de penser des nouveaux modèles et les modèles économiques des locaux d'activité, de l'aménagement. Les modèles économiques, cela dit, de l'habitat abordable, ils sont aussi mis à rude épreuve. Mais oui, on bute
Voilà, c'était pas du tout un sourire moqueur. Pardon. Olivier Bouba-Olga, Oui. une réaction à cette proposition? Non, mais je prolonge le propos d'Hélène. Enfin, le sujet aujourd'hui, réindustrialisation pour la transition, dans un contexte de transition, etc. La question que ça pose, c'est quoi les modèles qu'il faut inventer, quoi. Et on reste un peu trop, je le redirai peut-être tout à l'heure, mais sur d'anciens modèles, d'anciennes grilles de lecture, on a du mal à faire ça, quoi. Mais les enjeux, ils sont là, c'est clair. C'est la question des injonctions un peu contradictoires qu'on a déjà évoquées. On va y revenir juste avant. Michel Leprêtre, comment vous faites justement concrètement face à éventuellement ce cas lorsque vous, par exemple, vous avez des demandes de foncier et que vous devez faire face à des objectifs vous aussi de sobriété foncière? Comment vous arbitrez? D'abord, je vais prendre le problème à l'envers, si vous permettez. Je m'excuse. Je vous en prie. Je ne veux pas perturber le débat, mais moi, je suis aujourd'hui territoire. J'ai le mine de Rungis, j'ai la plateforme d'Orly. Et j'ai, au niveau sanitaire, une des problématiques majeures qui est liée à la logistique routière. J'ai la Seine et les voies ferrées, j'ai la route, la Nationale 7, etc., des autoroutes. Il y a bien quelque chose à envisager pour transformer. Moi, je n'ai rien contre la logistique. Dans ma ville, j'ai participé de l'arrivée d'un grand entrepôt qui travaille sur plusieurs niveaux, qui donne une image plus sobre de la logistique. Aujourd'hui, il faut créer les conditions pour qu'on soit tous lucides sur le fait que ça a donc des conséquences. Et paradoxalement, j'ouvre une parenthèse, ce n'est pas l'aéroport d'Orly qui est le pire comme impactant en matière de santé publique. Je ferme la parenthèse parce que c'est dans le débat actuellement. Mais donc il y a une réalité. Il faut qu'on crée les conditions pour s'attaquer à une ambition qui ne pourra pas être laissée de côté si on parle de transition écologique, si on parle de santé publique et si on parle d'amélioration. Après, comment on travaille? On travaille sur la question de la définition des fonciers. On ne peut pas travailler tout en même temps. J'évoquais, ça fait un peu ronflant de parler 3 millions de mètres carrés. C'est la réalité de l'histoire qui est à réécrire. L'industrie, c'est pas nécessairement... Moi, j'ai connu des entreprises dans ma ville avec 1200 salariés qui étaient productifs, qui créaient de la valeur. Ça n'existe plus. Je ne dis pas que demain, on n'aura pas un site. Pourquoi il y en aurait que dans le nord ou dans l'est de la France, on peut accueillir des grands sites industriels, voire des grands projets industriels. Mais l'industrie aujourd'hui, c'est une entreprise de 30 salariés. C'est une PME. Il y a cette réalité-là. Il faut consolider donc, comment on arbitre? Moi, je travaille beaucoup avec les chambres, commerce et l'industrie, chambres d'artisanat, pour avoir des liens qui soient le plus constructifs de ce point de vue. Après, je vous le dis, il y a un manque, tout de suite, je vous le dis tout de suite, c'est qu'on n'est pas, c'était évoqué dans l'introduction tout à l'heure, qui fait quoi? On a une répartition des responsabilités beaucoup trop éclatée. Il faut savoir, est-ce que c'est le territoire qui gère la problématique développement économique, ou est-ce que c'est le territoire, la région, etc., et la métropole de Paris, et la métropole est-ce que c'est... Il faut créer les conditions d'avoir une ossature plus ferme. Le territoire a cette place, peut jouer ce rôle. Je ne dis pas, c'est pas une critique gratuite, dire ils font pas bien. Ma question, c'est de savoir qui peut être décideur à un moment donné et à qui on peut donner les outils. Et dernière chose, très rapidement, c'est la question de se donner les moyens d'avoir une vision prospective. J'insiste, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon premier propos, c'est d'abord d'être dans un comportement, dans une ambition, dans une situation où on parle la question de retour à l'emploi de toute une série de populations. Mais je crois qu'on y reviendra à un autre moment. Non, on peut continuer. Vous parlez d'ossature plus ferme. Est-ce que finalement, certains ont reproché par exemple au zéro artificialisation nette d'être totalement descendant. C'est un peu un problème que le territoire ne connaît pas ou n'appréhende pas. Un territoire comme le mien, c'est un territoire qui est très urbain. De A à Z. Ça démarre au niveau du périphérique et ça va jusqu'à Viry-Châtillon. On est dans un territoire très, 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 très urbain. On a un territoire qui offre des vides aujourd'hui d'aménagement, des anciens sites industriels,
des sites logistiques qui sont très consommateurs de foncier parfois et qui ne créent pas d'emplois. Je m'excuse, c'est gadget de dire qu'on a créé des emplois avec un entrepôt, quel qu'il soit. Il n'y a pas la dimension nécessaire. Après, il faut être dans le dialogue, il faut être dans le projet, il faut être dans le... Moi, je reviens à mon propos de tout à l'heure sur la question des... Aujourd'hui, parlons du fait que nous avons des outils qui existent. La Seine, elle existe. Les voies ferrées existent. Les axes routiers. Et donc, comment on crée les conditions pour rendre sobre tous ces fonctionnements? Et je pense naturellement, on peut avancer, on peut être très démonstratif du fait qu'il y a du potentiel. Aujourd'hui, on est reconnu territoire d'industrie. On a été labellisé pour la 2e fois territoire d'industrie. On essaye de bec et ongle. On a aujourd'hui quelques centaines, plusieurs centaines, pardon, je n'ai pas le chiffre en tête, d'entreprises potentielles qui sont des PME, qui sont des TPME. On rêve d'avoir un grand projet. Pourquoi on ne ferait pas des voitures dans le territoire Grand Orly Seine-Bièvre? Pourquoi on ne ferait pas des vélos? C'est pas gadget ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse à quel endroit la production peut être utile en termes de valeur, en termes de productivité, mais aussi en termes d'emploi. Moi, j'ai un problème d'emploi. J'ai un problème dans mes quartiers populaires où j'ai un taux de chômage qui est 5% supérieur à ce qu'est le taux de chômage dans la réalité du territoire. Mais les quartiers populaires. Donc, on a créé un outil, j'en arrête là, vitrine de l'emploi, parce que ce qu'on a besoin aussi, c'est de s'expliquer dans les quartiers. Dans mes quartiers, j'ai besoin de m'expliquer sur qu'est-ce que je vais offrir comme emploi. Qu'est-ce que je vais donner? Dans les quartiers populaires, ça ne s'écrit pas comme ça qu'on peut travailler à Air France. Ça ne s'écrit pas comme ça qu'on peut travailler dans des métiers qui aujourd'hui semblent avoir disparu de l'environnement. Mais cette réindustrialisation, elle pose aussi d'autres problèmes, d'autres conflits d'usage. Olivier Bouba-Olga, vous êtes en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas moi, sur d'autres ressources, l'énergie, l'eau, sont effectivement des conflits qui viennent heurter la problématique de réindustrialisation? Oui, enfin, effectivement, il y a ce sujet-là. L'industrie peut être au service des enjeux de transition, de bien-être, mais aussi pose tout un ensemble de problèmes. Des fois, mais je reviens peut-être, ça me semble important, ça a commencé à être évoqué, sur parfois aussi des difficultés, même quand on partage des objectifs. Je reprends l'objectif de sobriété foncière, en fait, qu'on peut tous partager, mais qui peut poser des problèmes en matière de développement industriel. Il y a un monde entre cet objectif partagé et la façon dont ensuite on essaie de le mettre en œuvre à travers le ZAN. Et là, il y a un sujet, il y a un énorme sujet. Enfin, on voit bien, enfin, moi j'ai pu voir ça en Nouvelle-Aquitaine, mais c'est vrai un peu partout. Comment tout le monde partage, enfin je pense, beaucoup d'acteurs partagent l'idée sobriété foncière. Mais la mise en œuvre du ZAN, c'est une mise en concurrence un peu généralisée où chacun dit il me faut du foncier pour me développer, laissez-moi me développer, laissez-moi construire de nouvelles zones d'activité pour mettre de l'industrie dessus, etc. Et là, boum, ça a planté le système. Et finalement, tout le monde s'est un peu épuisé à se poser cette question de la répartition des enveloppes et de qui pourra consommer combien, au lieu d'être obsédé par mais c'est quoi le modèle de développement de demain? C'est ça le sujet. C'est qu'est-ce qu'il faut qu'on invente sur chacun des territoires pour. Et si on veut réindustrialiser, où est-ce qu'on réindustrialise? Comment on trouve les beaux compromis pour réindustrialiser tout en essayant de tenir cet objectif de sobriété foncière? Donc derrière, ça suppose que peut-être on ne va pas faire de la même façon partout. Ça, je pense qu'il y a aussi un fait fondamental qu'il faut garder en tête. C'est moi ce que j'appelle le fait territorial. C'est-à-dire qu'il faut penser des choses à des échelles fines, locales. Donc ça peut poser la question de qui fait quoi, mais bon, Jean-Marc Hoffner l'a dit au début, mais moi je partage totalement. Le qui fait quoi, il ne faut pas rêver d'un système institutionnel où on aurait un chef et puis tout est clair et puis chacun est dans sa petite case. Non, les enjeux, c'est des enjeux de coordination, c'est des enjeux de comment on travaille ensemble pour penser... Vous avez un exemple concret pour étayer encore plus votre propos ? Exemple concret, à chaque fois que vous réfléchissez, mettons, à un projet industriel, il a une matérialité. À un moment donné, il va falloir qu'il soit posé quelque part. Les établissements industriels, voilà, ils sont posés, ils ont une matérialité, ils ont une emprise sur le sol, ils ont besoin d'un ensemble de ressources humaines avec certaines compétences, etc. C'est tout ça qu'il faut penser en contexte.
Mais ensuite, on peut pas. Ensuite, il y a des enjeux justement d'articulation. Qui a de la compétence pour penser les problématiques de formation, de recrutement des personnes, les problématiques foncières, etc. Ces enjeux-là, ils me semblent vraiment, vraiment fondamentaux. Donc il y a cette question-là. Comment on peut finalement déraper entre un objectif partagé puis la mise en œuvre. Donc ça, peut-être on en rediscutera tout à l'heure, mais ça pose des questions de planification. Comment aujourd'hui on planifie? Effectivement, quand même, moi je serais assez tenté de dire on est un peu trop descendant en France aujourd'hui, alors que ce soit que ça a été sur Lausanne ou sur d'autres politiques. Ensuite, c'est comment on réfléchit en contexte. Et si on est obsédé par la question, il faut trouver les bons compromis entre réindustrialisation et respect des limites planétaires. Ça pose des questions en termes comment on reconquiert des friches, comment on mobilise des logements vacants aussi pour atteindre d'autres objectifs, etc. Mais ça coûte. Alors comment on finance ça? Donc il y a ces sujets-là. Il faut trouver les compromis. Il ne faut pas opposer. Il ne faut pas se dire que création d'emplois et respect des limites planétaires, c'est orthogonal et qu'il n'y a pas de compromis possible. Parce que c'est pas. Il faut qu'on en trouve. Enfin, il faut faire ce pari-là, en tout cas, me semble-t-il. Et puis effectivement. Le fait territorial est fondamental, il faut agir local, mais il faut penser la coopération et la coordination. Pour s'interroger sur, justement, on n'est pas sur des modèles un peu génériques, on ne pourra pas faire la même chose partout, pareil. C'est comment chacun peut contribuer à. Comment chacun peut contribuer en fonction de son contexte, de ses atouts. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut qu'on ait de l'industrie sur tous les territoires en France. Mais où est-ce qu'on pose quelle industrie, à quel endroit, et comment quel autre territoire agit pour respecter tel autre objectif, etc. Il y a toutes ces questions-là, me semble-t-il, qui sont importantes à poser. Et peut-être juste un dernier mini-point. Pour faire ça, et c'est pour ça qu'on a une importance fondamentale de la coordination multi-acteurs, multi-échelle. Pour faire ça, les territoires, ça a été déjà un peu dit, tout un ensemble de territoires n'ont pas les moyens, n'ont pas les ressources en matière d'ingénierie, etc. Donc il faut aussi qu'à des échelles supra, que ce soit à l'échelle régionale ou nationale, on finance des moyens d'ingénierie et puis qu'on pense la coordination. Entre... Voilà. Il y a aussi ce sujet-là assez fondamental, c'est comment on accompagne pour penser les modèles de développement de demain. Certains territoires ont les capacités internes, d'autres non. Donc là, c'est à des échelles supra de jouer et d'octroyer des moyens et d'assurer la coordination. Avant d'évoquer la question de la planification, et d'ailleurs on vous donnera tous la parole là-dessus, juste aussi, il faut savoir aussi que la réindustrialisation, elle pose des questions en matière d'emploi. Ça provoque des tensions terribles sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Hélène Régnier? Alors, je ne vais peut-être pas répondre complètement à la question. C'est un peu large. Mais si on parle de réindustrialisation, donc voilà, on parlait de type d'activité, de comment on parlait de leurs aspects territoriaux, géographiques, mais il y a les aspects sociologiques. Pour quel type d'emploi, quel profil, quel travailleur. Donc là, c'est une entrée par le travail. Chaque révolution industrielle a façonné un modèle d'une société. C'est les représentations du travailleur dans son usine. Et voilà, aujourd'hui, quel type d'emploi on a quand même quelques grands sociologues qui nous ont raconté l'histoire de la fin du modèle salarial, où un travailleur faisait sa vie avec beaucoup de fierté dans l'usine Renault. Je prends l'exemple, un modèle d'une certaine époque de l'industrie. Alors, je parlais tout à l'heure du brouillage entre industrie et services, mais les métiers sont complètement affectés. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder et qu'il faut avoir dans le viseur. Quel type d'emploi, des formes de précariat, de l'intérim à l'auto-entrepreneur. Une mobilité extrême aussi. Quelle pénibilité par rapport là encore, sur les représentations qu'on peut avoir de la pénibilité, être dans sa voiture et faire un nombre important, enfin dans un véhicule et faire des kilomètres, parce qu'en fait on est prestataire pour plusieurs firmes et on va aller enchaîner une maintenance informatique ou une maintenance, je prends cet exemple, dans une journée en faisant des tournées, ça c'est avec des horaires décalés, ça c'est le quotidien des emplois ouvriers
et c'est la façon dont se sont transformés les emplois ouvriers aujourd'hui. Comment on peut leur offrir des services quand on fait aujourd'hui de la... Donc là, à chaque fois, en fait, c'est faire ce diagnostic pour essayer de donner des leviers d'action publique, pour aussi peut-être lever des barrières au recrutement. Comment on accompagne ce type de travailleurs, ce type de métier et la pénibilité de ces métiers avec des lieux de repos, des lieux où on peut se rafraîchir, des lieux où on peut manger un morceau au calme. Et on a, voilà, il peut y avoir des tissus, des espaces où il y a peut-être de la place pour penser. Les routiers ont leur organisation avec les relais, mais en fait, il y a tout un tas de métiers qui maintenant auraient besoin de, là encore, sur des assez vastes systèmes territoriaux, d'une organisation pour qu'ils soient soutenus dans ces activités qui peuvent être fatigantes, pénibles. De l'effet de cette mobilité et de cette réindustrialisation sur les territoires. Thomas Huriez, Michel Leprêtre. D'abord, Thomas Huriez, vous vouliez réagir ? Oui, sur le sujet de l'attractivité de ces métiers-là, c'est vraiment fondamental et tous les territoires ne sont pas égaux. Nous, on est basé dans la Drôme, à Romans et dans les Vosges. Après, on a d'autres ateliers en France, mais c'est des sous-traitants. Et dans la Drôme et dans les Vosges, on recrute des couturières. Et en fait, les Vosges, c'est un territoire textile historique. La Drôme, Romans, c'est un territoire du cuir. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'au même projet d'atelier, on peine à recruter dans la Drôme, alors qu'on est dromois. Et c'est beaucoup plus facile dans les Vosges. Pourquoi ? Parce que c'est plus cool de faire un sac Vuitton dans la Drôme qu'un jean 1083. Et dans les Vosges, c'est plus cool de faire un jean 1083 qu'une tête d'oreiller. Et donc en fait, du coup, ça génère des stratégies de recrutement complètement différentes. Ça, c'est ce qui nous concerne, nous. Et donc les résonances entre une activité et un territoire et la culture du territoire sont fondamentales. Et moi, je pense que quand on veut réindustrialiser, le sujet financier, formation, etc., est anecdotique par rapport à ce qu'on a ou pas, en fonction de si on est en résonance avec la culture du territoire, la culture industrielle du territoire, ou pas. Et ça se joue aussi au niveau national. Par exemple, il y a un truc terrible à l'usine, c'est que tout le monde est opérateur. Le mot opérateur a remplacé tous les noms de métiers. C'est comme si tout le monde ici s'appelait Thomas Huriez. On serait tous pas différents, en fait, on n'aurait pas d'identité, parce qu'en fait, on serait le même numéro. Et en fait, ce mot opérateur, on devrait l'interdire dans les usines. Le premier facteur de perte de mots dans la langue française, dans le dictionnaire, c'est les délocalisations, parce qu'on perd tous les noms de métiers. Et donc, on perd toute l'identité de ces savoir-faire-là. Et donc, en fait, les gars, on les recrute, mais en fait, comme ils ont tous le même métier, ils n'ont pas les moyens de voir quel impact ils ont dans la chaîne de valeur industrielle dont ils font partie. Ils ont une grande valeur, puisqu'en fait, on peine à les recruter. Et donc, en tant que dirigeant, on voit bien qu'ils sont importants, mais on leur dit, vous êtes un numéro. Donc ça, c'est catastrophique. Un autre truc catastrophique, c'est qu'on fait un drame de la répétition en industrie. Oh là là, c'est répétitif, etc. Mais un pianiste, un virtuose, pour être bon, il faut qu'il répète. D'ailleurs, c'est cool d'aller en répète. Et un sportif de haut niveau, on parle des JO. Ben en fait, pour être Kevin Mayer, pour être champion du monde de décathlon, il faut répéter tout le temps ses gammes. Et donc, d'un côté, la répétition, elle est respectée, saluée, voire elle est cool dans ces activités-là. Et d'un autre, en industrie, là, on en fait un drame. Et c'est Aristote qui disait que l'excellence, le fondement de l'excellence, c'est la répétition. Donc en fait, on devrait fêter la répétition plutôt que de taper dessus. Et dernier point, et j'en ai parlé à Madame Retailleau, je vous glisse le mot si vous pouvez lui répéter. J'adore la répétition, vous voyez. C'est qu'en fait, culturellement, on fait du mal à nos métiers manuels. Par exemple, on a un ministère qui s'appelle le ministère de l'Enseignement supérieur, qui qualifie de supérieur les métiers après le bac. Et c'est assez terrible pour les métiers avant le bac. Donc ça ne coûte pas grand-chose, mais on devrait changer le nom de ces ministères. Ça devrait s'appeler le nom de ministère de l'Enseignement intellectuel ou je ne sais pas quoi, il faut trouver un truc. Mais il faut arrêter de survaloriser les métiers intellectuels et de sous-valoriser les métiers manuels, parce qu'en fait, c'est notre cancer quand on veut recruter. Et on dépense des milliards d'euros dans la formation professionnelle, mais en fait, c'est très peu efficient, parce qu'à la fin, ces métiers, ils ne veulent pas être pratiqués. Et donc, vous avez des trucs complètement incohérents. D'un côté, vous avez une explosion des loisirs créatifs. Donc, les gens aiment la couture, mais ils ne veulent pas être couturière. D'un autre côté, vous avez une explosion du business du bricolage. Leroy Merlin, machin, ils cartonnent. Et vous peinez à recruter dans le bâtiment. Et vous avez la même chose dans la restauration, où on adore les émissions de cuisine, etc., mais on ne veut pas de cuisinier. Donc, en fait, c'est des savoir-faire qu'on aime, mais dès qu'il s'agit de métier, ben, en fait,
on change de cerveau et c'est comme si on avait une mauvaise image de ça. Et ça, c'est culturel. Et ça ne coûte pas grand-chose, mais on néglige. Alors que ça devrait être la priorité. Parce qu'en fait, quand l'État, quand notre culture fêtera ces savoir-faire-là, eh bien en fait, toutes nos politiques publiques seront beaucoup plus efficaces parce qu'en fait, on aura augmenté la désirabilité de ces métiers-là. Et ça, ben, c'est peu présent dans les études, mais c'est fondamental, voilà, selon nous. Il nous reste quelques minutes. Vos propos sont même applaudis. C'est un bon début. Après hein. Court. Vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Madame la ministre. Non, je ne me lève pas. Juste, d'abord, vous remercier. Vraiment, table ronde que je trouve extrêmement passionnante. On est au cœur, évidemment, du projet de réindustrialisation de notre pays. Vous dire qu'il y a environ 1000 sites clés en main prêts à accueillir des entreprises. Donc ça, c'est macro dans notre pays. C'est un énorme travail qui a été fait, Territoire d'Industrie, l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et vous dire que je vois ce changement de société et il nous faut impérativement au gouvernement prendre en compte ces évolutions sociétales. Et quand vous me dites de parler à Sylvie, je le ferai évidemment, ma collègue, parce que je pense que vous avez raison, on ne doit pas opposer ces études post-bac et ces études pré-bac. Ce qui est important, c'est que chaque jeune trouve le métier qui va lui plaire. Et puis j'aime bien cette notion de sémantique que vous évoquez en disant opérateur, ce travail qu'il nous faut faire sur les métiers. Et ensuite, je voulais vous dire, cher monsieur, que j'étais tout à fait prête à venir vous rencontrer chez vous, mais vous dire que vous avez tout en main, en fait. Vous êtes président de votre EPT, dont la vocation, parmi les compétences qui vous sont données, il y a porter une vision, traduire cette vision concrètement, d'aménagement de vos zones d'activité économique pour transformer le territoire en incluant la dimension logistique qui, évidemment, 2024 et dans les 10 années qui viennent, ne vont pas être de la même nature que ces 30 dernières années. Donc moi, j'apprécie énormément vos propos, le fait que vous vous projetiez, le fait que... Mais j'ai envie de dire, vous avez tout en main. Alors évidemment, vous n'avez peut-être pas dans l'EPT la compétence pour vous accompagner. Mais il y a des agences spécialisées qui prennent en compte la sobriété foncière, qui prennent en compte ces projections de futurs sites industriels, surtout que dans votre cas, on n'est pas dans des sites clés en main à créer qui attendent. On est dans un lieu dans lequel l'emploi est déjà présent et dans lequel vous voulez projeter par rapport aux besoins de vos entreprises que l'on sent très bien vous avez au cœur, emploi et entreprise. Donc, l'État n'est pas là pour vous accompagner dans le projet. Le projet, c'est l'élu local que vous êtes président de PT qui le portez parce que c'est vous qui connaissez le terrain et l'État est là pour ensuite vous accompagner en financement. Une fois que le projet est là, je suis sûr que la région vous accompagnera, la métropole et l'État vous accompagneront sur ce que doit être votre territoire dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Donc, moi, je vous propose une petite séance de travail, Monsieur le Président, ensemble. Prévoyez une grande séance de travail, parce que le territoire est grand. Juste, si je peux me permettre, non. Allez-y, mais vraiment de façon... bref, je reviens sur la question de l'emploi. Faut pas faire le chemin à l'envers, si je peux me permettre. Moi, j'ai connu, j'étais élu local, j'ai eu des responsabilités syndicales importantes. J'ai connu le moment où on travaillait l'éducation nationale à la présentation, à la découverte des métiers. Il y avait une entreprise qui est toujours dans ma ville qui s'appelle Air Liquide et qui faisait de la soudure. C'était des bijoux à l'époque de soudure dans le monde entier. Cette entreprise, elle a été visitée par des centaines de vitriots qui avaient besoin et qui ont découvert le métier et certains sont devenus des soudeurs. Donc on essaye de recréer. On essaye de recréer en ce moment une académie des métiers de l'aéronautique parce que ADP est en train de basculer entre son territoire, cherche le développement hôtelier, le développement tertiaire. Le tertiaire, on sait que c'est foutu, pardonnez-moi l'expression. Donc aujourd'hui, il faut recréer. ADP met à disposition son territoire pour faire de l'industrie. Mais si on veut faire de l'industrie, il faudra faire des métiers, il faudra que les métiers existent. Et pour faire les métiers, il faut les faire connaître, il faut les former. On veut créer une académie, donc nous parlerons académie de formation avec grand plaisir, Madame la Ministre.
Merci Michel Leprêtre. Effectivement, faire la publicité des métiers de l'industrie. Hélène Régnier, vous vouliez rebondir. Est-ce qu'on peut quand même évoquer pour finir ces leviers qui doivent lever les contradictions que la réindustrialisation pose? Peut-être Adeline Hetz, peut-être en termes de planification, vous pouvez nous en dire. Est-ce que d'ailleurs ce sont des choses qui sont envisagées ailleurs, dans d'autres pays d'Europe? Alors, il y a eu des programmes on pense souvent à l'Allemagne qui déjà depuis une bonne dizaine d'années avait engagé son plan Industrie 4.0, donc il y avait déjà eu il y a évidemment des choses qui se font par ailleurs. Je pense que ça fait partie des choses, la question industrielle, la réindustrialisation des activités productives qui ne doivent pas être cantonnées à une approche sectorielle. Je pense qu'on en a assez fait l'expérience jusqu'à présent et il faut absolument sortir de ça. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'y réfléchir autrement et de façon beaucoup plus intégrée directement dans la question de la planification écologique. Je pense qu'il faut se saisir de cette opportunité pour avoir les deux de concert. Puisqu'on parlait des leviers, on en a évoqué quand même pas mal aujourd'hui, autour de la densification de l'existant, du réemploi des friches. Alors la question des friches, on n'a pas le temps de développer ici, mais c'est un très vaste sujet, puisque effectivement il y a des espaces vacants, mais qui ne correspondent pas forcément au modèle économique et aux besoins des entreprises. Donc il faut arriver à faire matcher ça, d'autant que les friches, c'est aussi une concurrence. Qui dit friche dit aussi potentiel de renaturation. Enfin, il y a tout un tas d'autres projets qui existent aussi. Donc il faut pouvoir derrière arbitrer sur quel est le bon usage ou l'usage le plus approprié dans la temporalité. Je crois qu'il y a aussi un enjeu, et là c'est plus le côté urbanisme qui va parler, aussi en termes de réinvention de la programmation urbaine. Comment est-ce qu'on va vers des modèles de projets immobiliers, d'opérations immobilières qui intègrent dès l'amont l'intégration d'une activité productive et ses espaces productifs dans des modèles économiques qui permettent d'avoir des loyers qui ne sont pas complètement énormes pour des activités qui n'ont pas les moyens de se payer un loyer de type bureau. Donc là, il y a des vrais enjeux. Et là, c'est vraiment les aménageurs aussi, comme acteurs du territoire, qui doivent penser cette fabrique d'une ville incluant des activités productives. Pas toutes, évidemment, on ne mettra pas des centrales nucléaires ou des grosses usines de construction automobile dans une opération immobilière, mais il y a des tas d'autres petites activités qu'on peut envisager, mais qui nécessitent un petit peu d'innovation en termes d'ingénierie urbanistique. Vous le savez, ces tables rondes donnent aussi la parole à de jeunes chercheurs. Et j'aimerais on en a un peu parlé, ça a été évoqué, c'est la cohabitation entre activités productives et urbaines. Or, il se trouve que Anne Gipet, qui est avec nous et qui va venir, est doctorante et qu'effectivement, c'est son sujet de thèse. Et on lui laisse la parole dans quelques minutes. Anne Gipet, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous, je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui. J'ai commencé mon doctorat en aménagement il y a maintenant 2 ans et mes recherches font écho à la réindustrialisation et à la gestion des ressources, en particulier foncières, en contexte de transition écologique. Il y aurait en France entre 24 000 et 32 000 zones d'activité. Le terme zone d'activité économique n'a pas de définition juridique, mais qualifie généralement des périmètres aménagés pour accueillir des entreprises selon différentes spécialités, commerciales, industrielles, tertiaires. Plus médiatiquement, ces zones ont pu illustrer la polémique de la France moche. Ma thèse porte spécifiquement sur les zones dites productives, à vocation artisanale et ou industrielle. Ces zones m'intéressent pour 2 raisons principales. Leur fréquence dans les contextes périurbains. Sur certains territoires, elles sont fréquentes sur pratiquement 1 commune sur 3. Et l'intrigue qu'elles peuvent susciter de l'extérieur, l'accueil du grand public n'y étant bien souvent pas prévu. Les intérêts politiques semblent aujourd'hui converger vers le devenir de l'ensemble des zones d'activité au regard de plusieurs lois récentes, incitant tour à tour à encourager une vision collective et stratégique de la gestion de ces zones, à les considérer comme des réserves foncières, incitant également à reconnaître les besoins d'implantation industrielle et de requalification des sites existants. Et plus récemment, à réinventer le modèle de la zone économique spécialisée à l'occasion de la requalification des zones commerciales en entrée de ville. Face à ces perspectives et dans le contexte de transition écologique, au-delà de densifier et de réaménager ces zones d'activité, il s'agit là de s'interroger sur ce que portent
et pourrait porter à l'avenir ces espaces dans les contextes périurbains? Quels liens entretiennent ces zones avec leur environnement urbain et économique? Quel pourrait être leur rôle dans l'armature territoriale? Pour tenter d'y répondre, j'associe alors aux zones productives périurbaines la notion de centralité. En aménagement, la centralité est une notion qui permet d'appréhender l'organisation spatiale des hommes et des activités. Elle caractérise un lieu portant une identité forte et des interactions avec l'extérieur. Et malgré leur spécialisation artisanale et industrielle, les zones productives accueillent fréquemment d'autres fonctions. Des commerces et services à destination des entreprises, mais aussi des services publics, et dans certains cas des bureaux de poste et des guichets France Service, des cabinets médicaux, des logements, des campus de formation et également parfois des réserves de biodiversité. Ces différentes fonctions, inattendues au sein des espaces productifs, ouvrent alors ces zones à différents publics et révèlent des cohabitations possibles et bienvenues à l'heure des transitions, améliorant le quotidien des salariés et favorisant des proximités pour les entreprises et les habitants alentours. Ces fonctions créent des interactions et des usages et donc des marqueurs de centralité. Pour autant, les controverses à propos de la présence d'activités de la zéro artificialisation nette et des concurrences d'implantation entre activités, concurrence aux centralités des petites villes et villages. Et donc face aux effets ambivalents de la mixité fonctionnelle sur les zones productives spécialisées, jusqu'où ces zones périurbaines peuvent-elles être considérées comme des centralités et dans quelle perspective? Pour saisir et comprendre ces nuances à propos de ces centralités discutées, je réalise actuellement la monographie de 3 zones productives périurbaines de l'Est lyonnais. Je compare les points de vue des acteurs qui opèrent sur ces zones, entreprises, élus, techniciens, riverains. Merci pour votre écoute. Je reste à votre disposition pour échanger sur ces sujets et j'adresse à présent une question aux participants de la table ronde. À l'heure où la programmation initiale des zones d'activité économique évolue, où les activités productives font par ailleurs leur retour dans certains quartiers urbains, sous quelle forme les activités industrielles et artisanales peuvent-elles cohabiter avec la ville et pour quels effets? Alors, merci beaucoup, Adjip. Je rappelle que vous êtes donc urbaniste doctorante à l'ENTPE, qui est l'école de l'aménagement durable du territoire. Merci pour cette question qu'on avait un tout petit peu déflorée avant votre intervention, mais néanmoins, si quelqu'un veut y répondre très brièvement, Olivier Bouba-Olgan, ou non. Alors, dans ce cas-là, si on laisse la parole en suspens, on peut peut-être demander à Stéphane Mazard de venir nous donner son point de vue, en tout cas, c'est vous, monsieur le député. C'est vous, monsieur le député, c'est bien vous. Oui, très volontiers. Stéphane Mazard, vous êtes député de l'Aveyron. De l'Aveyron. Merci beaucoup. Merci aux divers intervenants, à ceux qui organisent ce beau colloque. Donc moi, effectivement, je suis le député de l'Aveyron, de la première circonscription de l'Aveyron, c'est-à-dire Rodez, son agglomération, et puis le territoire rural, les plateaux de l'Aubrac, que vous connaissez toutes et tous. Ruralité heureuse. On y vit bien et une très belle circonscription qui a été mise en image donc, par les dessinateurs que je salue. Moi, quand je parle de mon département, je parle avant tout effectivement d'un département rural à vocation agricole, agroalimentaire. C'est un département qui produit de la qualité, puisque 80% des produits agricoles sont sous signe ou label de qualité. Donc plutôt une habitude d'avoir des produits avec une forte valeur ajoutée apportée par le territoire et le savoir-faire de ces hommes. Et on retrouve un peu cela dans l'artisanat ou dans l'industrie, parce que c'est aussi un territoire d'industrie. Nous sommes d'ailleurs à Rodez, territoire d'industrie, labellisé comme tel, parce que c'est la queue de comète de la Mécanique Vallée avec des entreprises sous-traitantes d'Airbus notamment. Alors moi, quand on parle de durabilité et d'industrie, c'est d'abord un choc.
qu'on a encaissé, puisqu'il y a chez nous l'usine Bosch. L'usine Bosch, donc spécialisée dans la production de moteurs diesel. Et il y a quelques années, c'était encore 2500 emplois. Alors vous imaginez, sur une agglomération de 60 000 habitants, 2500 emplois industriels, une belle entreprise allemande qui rémunérait très bien ses salariés. Aujourd'hui, on est passé à 700 salariés et on va passer en 2027 à 300 salariés. Et tout cela parce que la transition, parce que la fin du moteur thermique et la fin du moteur diesel. Donc voilà ce que la transition amène comme impact industriel fâcheux sur un territoire comme le nôtre. Mais parce que nous avons la chance d'avoir un territoire où le taux de chômage c'est 4,5%, donc c'est le plein emploi, et c'est parce que nous avons des pépites industrielles, alors à taille beaucoup plus réduite, mais on encaissera le choc parce qu'on a la possibilité de redéployer ces emplois industriels sur d'autres secteurs qui sont aujourd'hui en pointe et qui sont pour le coup, parce que ça a été les lauréats notamment de France 2030, des nouvelles industries en phase justement avec la transition, avec des modèles hydrogène, etc. Enfin voilà, donc une industrie totalement décarbonée et qui est en phase avec celle que nous devons attendre pour assurer cette transition. Mais peut-être un témoignage, moi ce qui pétrifie aujourd'hui nos acteurs locaux, et là je m'éloigne un peu de Rodez et je vais un peu dans la ruralité, et je pense pouvoir parler pour toutes les ruralités, c'est justement les enjeux de transition et qui ont un impact sur la consommation des espaces. C'est le ZAN, dont vous avez parlé les uns et les autres. Et qui aujourd'hui sont une difficulté pour nos élus locaux de se projeter dans la capacité demain à développer les entreprises qui sont d'ores et déjà présentes ou accueillir de nouveaux projets. Puisqu'on sait effectivement qu'il faut tendre vers la zéro artificialisation nette. Et donc, en termes de consommation d'espace, ça va poser une difficulté. Ça pose déjà une difficulté sur les économies que nous portons sur nos territoires, qui nécessitent de la main-d'œuvre. Je disais tout à l'heure 4,5% de chômeurs. Ça veut dire qu'il faut faire venir des populations de l'extérieur, il faut faire venir des populations de la région parisienne, au sens large, pour venir prendre des emplois qui existent sur nos territoires. Et nous avons les freins périphériques que vous connaissez par cœur, la mobilité d'abord. Nous sommes un territoire qui reste quand même enclavé. Et puis le logement, et avec l'impossibilité aujourd'hui parfois d'accueillir de nouvelles populations parce qu'on se contraint déjà à ces objectifs de zéro artificialisation nette dans les années qui viennent. Donc on a effectivement cette difficulté à développer nos entreprises préexistantes, à accueillir de nouveaux projets, à faire venir ces nouvelles populations pour pouvoir des emplois dans un cadre où là effectivement il y a le bien-être pour le projet lui-même, mais il y a aussi le bien-être pour les salariés qui viendraient pourvoir ces emplois industriels, artisanaux, économiques au sens large. Donc voilà les enjeux aujourd'hui d'un territoire comme le mien. Et on pourrait se dire, mais il y a des locaux, il y a des infrastructures, il y a des moyens de communication, il y a un taux de chômage important sur des territoires. Est-ce qu'il ne faut pas mettre le paquet là et finalement laisser tomber ces territoires inframétropolitains, ces territoires ruraux qui auraient d'autres aménités et qui deviendraient effectivement des lieux surtout de consommation de loisirs pour les citadins? Non. Non, parce que moi je crois beaucoup à l'industrie de petite taille sur des territoires comme les miens et qui vont tirer la valeur ajoutée justement de l'appartenance et de ce territoire. Un exemple, quand on se bat pour que le couteau de l'Aïol ait une reconnaissance d'indication géographique protégée, c'est pour que justement la valeur ajoutée soit apportée par le territoire et le savoir-faire des gens qui travaillent sur ce territoire. Et donc on a des projets industriels qui pour le coup ne peuvent pas être délocalisés et qui vont tirer leur valeur ajoutée justement de cette territorialisation de leurs projets. Donc il faut au contraire, à l'heure où nous devons être de plus en plus ancrés sur nos territoires et avoir une valeur ajoutée apportée par ce territoire, on doit au contraire aller chercher ces projets industriels importants sur nos territoires et nos territoires ruraux. Voilà le témoignage que je voulais vous apporter d'un territoire, encore une fois, qui n'est pas qu'à vocation agricole, qui a une vocation artisanale, une vocation industrielle, et qui peut attirer de nouvelles populations, parce que l'enjeu aussi, c'est un enjeu d'aménagement du territoire. Quand on parle d'industrie, c'est comment j'aménage les territoires, comment je fais que quand on vit
peut-être pas trop bien dans la banlieue parisienne, dans la banlieue toulousaine ou la banlieue montpelliéraine, eh bien on vienne à quelques centaines de kilomètres, quelques dizaines de kilomètres pour voir un emploi, bien élever ses enfants, bien manger, voir au quotidien des panoramas extraordinaires. Donc voilà aussi l'enjeu que revêt derrière le mot réindustrialisation du pays, ces déplacements de population qui vont devoir s'opérer avec ces créations d'emplois dans nos territoires. Merci. Merci Stéphane Mazin, député de l'Aveyron. L'Aveyron qui, si je ne m'abuse, est un des plus grands départements du sud de la France. Et nous arrivons au terme de cette première table ronde. Néanmoins, nous serions très heureux que si vous aviez des questions ici dans le public ou même en ligne, eh bien, les gens ici présents pourraient y répondre. Est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y a des questions parmi le public ? Pas encore ? Non ? Si ? Monsieur, un micro. Bonjour monsieur. Bonjour, Laurent Dupont, je suis responsable d'un master en innovation urbaine à l'Université de Lorraine. J'ai une question en lien avec l'industrialisation sur la question des micro-industries qui sont en train d'émerger autour du numérique. Je voulais savoir si c'est des choses que vous rencontriez dans vos territoires, si c'est utile, inspirant, s'il y a une vraie démarche dans la transformation des centres-villes, par exemple, avec des questions de réimplantation ou de transformation d'espaces type Fab Lab, Makerspace, etc., des lieux de fabrication autour du numérique. Est-ce que ça a du sens pour la transformation des territoires, mais également aussi pour les territoires ruraux? Voilà, question assez ouverte. Adeline? Hélène? Je peux éventuellement apporter quelques réponses. Alors, bon, je ne représente pas un territoire, mais en tout cas, sur la question du numérique, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Et il y a notamment ce que je trouve très intéressant en lien avec le numérique et les objets relatifs au numérique, c'est aussi la structuration de filières, notamment autour de tout l'enjeu des mines urbaines. Ça, c'est une question qui prend de plus en plus d'ampleur et c'est une vraie question industrielle. Comment est-ce qu'on réutilise les matériaux de nos déchets électriques et électroniques pour ensuite les réinjecter tout de suite dans un cycle de production in situ plutôt que de leur faire des très grands parcours à l'échelle de la planète. Là, je trouve qu'il y a des choses en lien avec le numérique qui sont aussi de l'ordre de la production matérielle très concrètes qui sont extrêmement intéressants à envisager en termes là aussi d'espace de production, d'emploi et de structuration de filières. Très bien, merci. Aline, quelqu'un veut apporter une précision ? Éventuellement, Olivier Boubalga. Ouais, peut-être rebondir sur certaines choses qui ont été dites. Enfin, si on pense réindustrialisation, c'est vrai qu'il y a les deux, me semble-t-il, les deux sujets majeurs, c'est le sujet foncier et le sujet recrutement. Dans les deux cas, les réponses à apporter, c'est un ensemble de politiques un peu coordonnées. Peut-être je vais illustrer juste avec le recrutement, parce que ça a été évoqué. Vous avez dit la question de l'image des métiers, des termes qu'on emploie, etc. C'est un des sujets parmi beaucoup d'autres. On a beaucoup d'entreprises industrielles qui ont du mal à recruter, partout, en territoire urbain comme en territoire rural. Et quand on creuse sur le pourquoi des difficultés, c'est un mélange de problématiques, parfois trouver les personnes qui ont les compétences, donc ça peut poser la question de peut-être quand même politique de formation, etc. Parfois des questions d'image des métiers, parfois des problématiques quand même fondamentales, garde d'enfants, des gens qui pourraient prendre le job mais ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de solution de garde pour, etc. Parfois de mobilité, la personne n'a pas de permis ou n'a pas de voiture, il n'y a pas de solution, etc. Parfois des gens qui ne vont pas vouloir venir en milieu rural parce que la question qui se pose, c'est l'emploi les intéresse, mais oui, mais je veux une école pour mes enfants, je veux accéder à est-ce que je pourrais trouver un médecin ou pas, etc. etc. Sur ce sujet-là, je le trouve très emblématique parce que ça montre que, c'est une illustration très concrète de l'importance de réponses coordonnées, multi-acteurs, multi-échelles. Pour relever des enjeux de réindustrialisation, sujet fondamental, le recrutement, pour favoriser le recrutement, il faut mettre en place tout un ensemble de politiques qui ne relèvent pas de politiques de développement industriel ou économique, ça relève de politiques de formation, de politiques de santé, de politiques en lien avec l'éducation nationale pour faire évoluer les représentations, etc., etc., avec des compétences distribuées entre l'échelle locale, départementale, régionale, etc. Bon, je pourrais développer de la même façon sur la question foncière, finalement, parce qu'il y a aussi à penser l'articulation des politiques. Ça me semble être le message clé. Alors, et on a du mal à le faire.
Enfin, moi, mon constat, c'est qu'on a beaucoup de difficultés. Parce que c'est très complexe. Enfin, il ne s'agit pas de stigmatiser. Hein. C'est très, très compliqué de penser tout ça en même temps. Mais la question fondamentale, c'est les compétences sont distribuées. Il ne s'agit pas de dire il faut que ce soit le même acteur qui fasse tout. Mais c'est comment on travaille ensemble, quoi. Comment on travaille ensemble à ces différentes échelles, avec des approches pragmatiques. C'est-à-dire, on part de la problématique terrain. À tel endroit, sur tel territoire, telles entreprises ont du mal à recruter. C'est quoi le sujet fondamental? C'est le sujet garde d'enfants? C'est le sujet, voilà, ou c'est une combinaison de ça? Une fois qu'on a identifié, ah, ok. Donc, qui a les ressources? Qui a des parties de réponse pour? Ok, bon, ben, bossons ensemble. Enfin, il me semble que enfin, ça me semble être quelques processus un peu logiques à garder en tête pour voir comment on peut justement recoller les morceaux et faire des choses. Il y a plein de choses à faire et heureusement, il y a plein de choses qui sont sur les territoires. Mais ce sujet-là me semble assez fondamental. Ouais. Processus simple. Hélène Rayet, un mot de Oui, conclusion. il y a une formule que j'aime bien, qu'on utilise régulièrement dans POPSU, c'est que cette action publique, nécessairement, elle doit respecter l'esprit des lieux. Cette histoire sédimentée qui n'est pas la même à Romans, et alors qu'il y avait une industrie, ces territoires où il y a une industrie agroalimentaire, où il y a certainement des enjeux en termes de transition qui sont magnifiques, de l'alimentation à la distribution. Donc cet esprit des lieux qui a besoin des élus qui connaissent sur le bout des doigts leur territoire et avec les concitoyens, tous les réseaux associatifs ou d'entrepreneuriat qui vivent ces territoires. Et puis en même temps, Jean-Marc Hoffner nous faisait aussi l'invitation, une somme de jolis projets locaux, ça ne nous fera pas une transition écologique, et que chaque grande révolution industrielle a été associée à des grandes politiques d'aménagement du territoire en France. Alors on peut en critiquer certains aspects aujourd'hui, et que ces grandes politiques d'aménagement du territoire, aujourd'hui peut-être que un de leurs ingrédients clés, c'est nous inviter au génie des liens pour arriver à sortir de ce local un peu à la carte, un peu ad hoc sur ces écologies industrielles, en fait, ces écosystèmes territoriaux au service d'écologie industrielle, avec des métabolismes un peu économes. On parle d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité. Donc voilà, c'est peut-être deux pieds, deux mots d'ordre: esprit des lieux, génie des liens, une formule un peu facile à retenir qui, à défaut de nous donner une recette miracle, parce que je pense qu'il n'y en a pas, mais nous donne peut-être quelques lignes de conduite pour guider à la réflexion et l'action. Esprit des lieux, génie des liens, on s'en souvient. Le mot de la fin, Michel Lepré. Très rapidement, on a oublié quelque chose, enfin j'ai oublié quelque chose, c'est qu'il faut aujourd'hui faciliter, si on veut accompagner les projets, quels qu'ils soient de la taille d'une PME, qu'ils soient que sur une spécialité comme le numérique par exemple, on a besoin aujourd'hui que les réglementations, que les chemins pour aller jusqu'à un permis de construire, jusqu'à un permis de créer, soient beaucoup plus simplifiés. On a besoin de le travailler. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe comment, mais on a besoin de le travailler. Dernière chose, en 3 mots, nous avons créé au niveau du territoire un prix de l'innovation. Il y a 3 semaines, un mois peut-être, j'avais une centaine d'acteurs de l'innovation qui portent des petits projets, qui portent des projets ambitieux, qui travaillent beaucoup la question, par exemple, du lien. On travaille beaucoup la question du numérique, de l'informatique, entre Sanofi Aventis et Gustave Roussy qui fait de la recherche. Il y a des ponts que nous avons, moi je considère que nous avons la responsabilité d'alimenter. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au terme de cette première table ronde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour évoquer ces enjeux de la réindustrialisation qui conduisent tous de façon unanime à, disons, une sorte de nouvelle, ou en tout cas de rajeunissement ou d'amélioration de l'aménagement du territoire. Merci à tous.